Alors, Monsieur le Président, chers collègues, c'est un exercice singulier auquel je vais me livrer aujourd'hui devant vous, puisque mon propos liminaire intervient après une première année de mandat, et ceci dans un contexte pluriel et inédit de crise sanitaire, économique, sociale et démocratique. Crise qui ne nous affecte pas tous également, touchant d'abord les plus fragiles. Je voudrais d'abord remercier ceux qui ont voté à plus de 48% pour la liste Archipel citoyen et qui sont donc responsables de ma présence aujourd'hui avec vous, présence détonnante tant qu'il est rare qu'une personne en situation de handicap accède aux fonctions électives, surtout s'agissant d'une autiste et quand cette différence invisible de prime abord se cumule avec un handicap moteur bien visible. Mon fonctionnement peut certes surprendre, déranger, mais il donne aux esprits éclairés et curieux l'occasion d'un prisme et d'une vision qui donnent une lecture différente et enrichissante, complémentaire des enjeux de notre métropole. Je voudrais aussi saluer tous les habitants qui n'ont pas pu élire directement leur président de métropole, ni leur conseiller métropolitain, et qui vont voir accentuer le déséquilibre entre Toulouse et les autres territoires métropolitains. 91% des grands projets financés se trouvent à Toulouse, dans la PPIM que nous votons aujourd'hui. Si nous n'avons pas le pouvoir de changer les règles électorales, nous avons néanmoins le pouvoir de remettre les citoyens au centre des décisions en les consultant mieux et bien davantage. La co-construction permet de favoriser l'intelligence collective et d'aboutir à des décisions partagées, donc mieux acceptées. Ce qui m'oblige à vous parler des deux principaux plans structurants de notre métropole qui ont été annulés par le tribunal administratif de Toulouse. Le PLUIH, qui définit toute la stratégie de notre ville en termes d'urbanisme et de logement, était insincère et ne permettait pas de modérer la consommation d'espaces de nature, accélérer au contraire le processus par rapport au plan précédent. Cette décision laisse dans l'incertitude bon nombre de gens. Il faudra au moins 3 ou 4 ans pour valider un nouveau PLUIH. Le PDU, document qui planifie tous les projets de transport de l'agglomération jusqu'en 2030, annulé lui aussi, faute de présentation de scénarios alternatifs. Les alertes ont pourtant été nombreuses dès 2017, de la MRAE, de la Chambre régionale des comptes, du CODEV, et les alternatives existaient, mais elles n'avaient pas été prises en compte. Plus grave, ce plan prévoyait une augmentation de 9% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, contredisant les objectifs du plan climat de la métropole. Cette annulation prévisible fait prendre un nouveau retard considérable à la politique de transport de notre agglomération et montre de l'inconscience sur les problèmes environnementaux. L'obligation des ZFE, zones à faible émission, qui restreignent l'accès aux véhicules les plus polluants, découle de nos manquements et n'a absolument pas été anticipée alors qu'elle était prévisible. La majorité n'essaie aucunement de diversifier l'usage des modes de transport et reste bloquée sur le tout-voiture. Elle compte sur un renouvellement de la flotte automobile, ce qui est une aberration car malgré les aides, une grande partie de la population toulousaine n'aura pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique. Rien n'a été pensé, anticipé pour permettre de se déplacer autrement, avec un maillage dense de transport en site propre, cadencé avec une forte amplitude et fréquence horaire. Le périmètre retenu reste discutable avec le risque des embouteillages déplacés, voire augmentés, et plus d'exclusion sociale. Et un accompagnement insuffisant qui crée par ricochet une deuxième rocade. Sur ce sujet, le manque d'anticipation et de vision à long terme sont criants, d'autant plus que la 3e ligne de métro a été retardée à 2028, alors même qu'il existe une solution de RER, soutenue par nombre d'entre vous et porteuse de premières solutions à brève échéance. Nous ne pouvons plus nous contenter de mettre en avant l'augmentation de fréquence des linéos alors qu'elle ne reflète que le retard accumulé. Nous avons besoin d'un vrai coup de collier sur le vélo et d'investir pour la circulation piétonne. D'ici 3 ans, c'est 40% du parc automobile de la métropole qui pourrait se retrouver interdit de circuler dans les ZFE. Il est urgent que les mesures contraignantes s'accompagnent d'alternatives structurantes et bénéfiques pour tous les habitants et habitantes de la métropole. Continuer les projets routiers en comptant simplement sur le renouvellement de la flotte auto est un contresens. Et n'ignorons pas les nouveaux mouvements de population qui cherchent à s'éloigner des grandes villes. N'offrir aucune alternative au transport en commun ambitieuse avant 2028 est irresponsable. Après les crises que nous avons traversées et qui sont loin d'être finies, nous avons grosso modo 2 choix pour notre métropole. Poursuivre à fond la CAM ou passer à l'écologie de la santé. La CAM, vous le savez, ce stupéfiant légal résumé par son acronyme, c'est-à-dire la compétitivité,
l'attractivité, la métropolisation et l'excellence qui sous-tendent les politiques publiques de notre métropole. Face à une mythologie séduisante dans le champ du développement économique, face à un impératif de compétitivité, il conviendrait de soutenir les métropoles en concentrant les efforts sur l'excellence. Non seulement la CAM ne produit pas les effets attendus, mais elle provoque des effets indésirables. Les ressources publiques étant limitées, les dédier fortement à quelques acteurs, start-up, chercheurs, jugés excellents, etc., ou à quelques lieux métropoles, conduit à renforcer les inégalités socio-spatiales. Nous appelons donc à un revirement, au dialogue, à la sincérité, à la responsabilité, à l'anticipation. Abordons ces schémas avec un nouvel état d'esprit bien plus inclusif. Nous voudrions vous inviter à vous appuyer notamment sur le concept d'universal design, c'est-à-dire de conception universelle, en partant des besoins des plus empêchés comme prisme du bien vivre ensemble de toutes et tous. La conception universelle consiste à mettre en œuvre les conditions d'accès communes de tout à tous, quel que soit son statut, ses origines, ses capacités, son âge, son genre, son orientation sexuelle, ses croyances ou ses convictions. Elle prend en compte toutes les singularités et besoins des personnes les plus vulnérables et empêchées et représente une réponse aux besoins des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes, des familles avec de jeunes enfants et des poussettes, et d'autres, tout en constituant un confort et une qualité de vie pour tous. Il faut dépasser les espaces organisés et normés par et pour des personnes valides. C'est ce qu'on appelle le validisme, une discrimination fondée sur l'incapacité liée au handicap ou aux effets de l'âge. Bien sûr, il n'est pas évident de se remettre en question, comme certains l'ont déjà fait pour d'autres types de discrimination, tels que le racisme, l'homophobie. Ces discriminations ont en commun qu'elles peinent à être comprises par le groupe dominant qui considère sa propre image comme étant le modèle selon lequel l'humanité devrait être. Il ne s'agit pas de lutter contre les valides, tout comme lutter contre le sexisme n'est pas lutter contre les hommes, mais bien de dénoncer un système de pensée, de fonctionnement, très ancré dans nos sociétés et souvent involontaire. Il n'existe pourtant pas de lien naturel entre le fait que vous soyez en situation de handicap et le fait que vous ne puissiez pas accéder aux mêmes droits que les autres, par exemple aller à l'école, accéder à l'emploi, avoir une vie amoureuse épanouie. De même, pas de lien naturel entre la dépendance liée à l'âge et le fait de finir vos jours dans un EHPAD. Et si vous êtes confronté à ces difficultés, c'est parce que ces difficultés sont un problème lié à l'organisation spatiale, sociale et sociétale. Et tout cela peut changer. L'inclusion ne revient donc pas à concéder une place, ni à blâmer quiconque inlassablement, mais consiste à transformer les règles, les usages et les principes en vertu desquels les places sont distribuées. Retenons aussi cette prévision démographique. Entre 2020 et 2030, la population âgée de 75 à 84 ans augmentera de 30%, du jamais vu dans l'histoire. C'est pour cela aussi que nous devons arrêter de construire encore des logements neufs inaccessibles, inadaptés au confort de tous les âges et de toutes les situations de la vie. C'est malheureusement ce que nous construisons depuis trop longtemps. Économiquement, nous le payons cher par un coût d'adaptation a posteriori trop élevé, 3 fois supérieur à celui de la Suède. En 2021, préparons l'avenir en adaptant tous les logements neufs dans la perspective de 2030. Nous devons faire en sorte que la vie à domicile ne se transforme pas en assignation à résidence. Je cite Jean-Luc Broussy, président de France Silver Eco, et sortir les personnes âgées du ghetto médico-social. Le logement adapté n'a de sens que si ses occupants peuvent sortir de chez eux. De ce constat découle la nécessité pour les maires d'une politique à 360 degrés. Je cite toujours Broussy. La troisième thématique concerne l'adaptabilité des mobilités. L'enjeu est de taille puisque le rapport rappelle qu'un piéton qui décède sur 2 a plus de 65 ans. La mobilité est en outre un facteur essentiel pour éviter l'isolement social. Les solutions proposées passent notamment par l'adoption, par chaque ville, d'un plan de protection des piétons âgés et fragiles, type code de la rue, et pas seulement à Toulouse, conciliant sécurité des piétons et nouveaux modes de transport urbains. Il nous faut donc travailler à la manière dont nous construisons l'espace public, de façon à l'adapter réellement à tous, du jeune enfant au vieillard, en passant par les femmes, les personnes à mobilité réduite. Nous devons sécuriser l'espace public et réserver davantage d'espace aux piétons, aux PMR, aux cyclistes, en veillant à ne pas mélanger les flux. Car les différences de vitesse de déplacement sont accidentigènes, mais elles ont aussi un impact sur la capacité de nos aînés à gérer le stress de circuler dans des lieux non sécurisés. Les crises que nous avons traversées pendant cette première année de mandat se lient entre elles, s'aggravent, cela n'a échappé à personne. Jean-Luc Moutinck n'a été élu que par 12% des habitants, 22% des inscrits.
La démocratie et le respect auraient dû redevenir le centre de la politique de notre métropole, en engageant des dialogues constructifs avec les habitants de l'opposition, en faisant de la place aux autres villes que Toulouse, en remettant en question ces schémas de pensée sans rester figés dans une position arriérée. À la place, nous avons eu entêtement et déni. Il nous faut sortir des incantations, de l'idéologie et passer aux actes pour l'écologie et les droits de l'humain. Pour cela, le groupe Alternative Métropole Citoyenne saura dénoncer, mais aussi être force de proposition. Je vous remercie. Merci madame. Dans la mesure où vous aviez rédigé votre intervention, vous auriez pu vous conformer à la règle convenue, c'est-à-dire respecter le temps de parole. Je regrette que vous ne l'ayez pas fait et donc j'émets le vœu que pour les autres interventions qui seront de votre fait au cours de cette séance, vous puissiez rentrer dans le temps de parole convenu et d'avance, je vous en remercie.